My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha et je suis avec ma Swiftie préférée. Honorine, c'est moi, pardon. Elle n'était pas prête du tout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur un thème d'épisode que vous nous avez beaucoup réclamé et que nous aussi on adore parce que c'est un sujet qui est hyper cool. C'est les revenge songs, les chansons de revanche. C'est parti. Ouais, c'est vrai que ça nous avait été beaucoup demandé sur Instagram dans les boîtes à questions qu'on avait mis. Donc on parle des chansons qui sont marquées par la colère, par le ressentiment, par tous ces sentiments hyper chouettes, genre la revanche après une rupture ou un conflit public. On pourrait se dire que assez simplement il s'agit de laver son linge sale en public, mais en fait c'est bien plus profond que ça. Alors on avait très envie de parler de ce sujet-là et de toutes ces chansons de Taylor Swift qui respirent la rage et la revanche, mais il faut bien avouer qu'au début on avait un peu de mal à trouver le bon angle. Parce qu'il y a plein de chansons de revanche différentes, il y a des thématiques différentes qui se dégagent, et donc c'était pas facile pour nous de trouver comment aborder la chose. Parce que plus on creusait le sujet, plus on se demandait, mais en fait, est-ce qu'on doit encore parler de chansons de revanche en 2025 ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire que Taylor Swift se réapproprie la parole féminine ? Donc en fait, c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, de regarder comment, au fil de sa discographie et de son évolution, les chansons de revanche, de vengeance, sont devenues des outils de ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, donc l'autonomisation en français. C'est pas très beau, c'est pour ça que je l'ai d'abord dit en anglais. Et donc voilà, est-ce qu'on peut les lire comme un acte féministe ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, c'est intéressant d'analyser sous cet angle parce que Taylor, elle a toujours eu cette réputation qui lui colle à la peau depuis le début, d'écrire des chansons que sur ses ex. Là où un tas d'artistes masculins le font depuis des années et on les emmerde pas, nous, on a ce double standard dans l'industrie musicale de dire aux femmes, vous n'avez pas le droit de bitcher sur vos ex. Alors, première nouvelle. Finalement, pourquoi les chansons de revanche suscitent-elles autant de débats quand ça vient d'une femme, alors que quand c'est un homme qui chante sa douleur ou sa colère après une rupture, on parle de profondeur, de vérité artistique. Mais quand c'est une femme, alors tout de suite, elle est jugée comme excessive, pathétique. Et donc, Taylor Swift, c'est typiquement l'exemple parfait. C'est bien dommage, parce que dans la pop culture, des chansons de revanche écrites par des femmes, il y en a des tonnes. Je vais vous faire une liste parce que quand on dit qu'il y en a vraiment des tonnes, il y en a vraiment des tonnes. Il y a Before He Cheats de Carrie Underwood, Since You've Been Gone de Kelly Clarkson, Flowers, plus récemment, de Miley Cyrus, qui lui a valu d'ailleurs un Grammy, You're So Vain de Carly Simon, Irreplaceable de Beyoncé, I Will Survive de la très grande Gloria Gaynor, Alanis Morissette en a fait plusieurs aussi sur ses albums. Et puis elle y va vraiment franco, Alanis Morissette. Je trouve que c'est un peu hypocrite de la critiquer elle pour ça, dire qu'elle étale sa vie privée en public, alors que les médias sont toujours là à la scruter et s'en nourrissent. Donc c'est pas normal. En ce qui concerne Taylor Swift, j'ai un peu le sentiment que quand on pense chanson de revanche, on pense forcément direct à Better Than Revenge sur Speak Now, alors qu'en fait Taylor, elle a commencé bien avant. C'est un thème qui est clé dans la musique country, puisque en fait la musique country, elle est ancrée dans la narration. On retrouve beaucoup de chansons qui racontent une émotion forte, et donc le désir de vengeance en fait partie. Je parlais tout à l'heure de Carrie Underwood avec Before He Cheats, qui est une chanson que j'adore, que j'écoutais à peu près à la même époque où j'ai découvert Taylor. Mais on pense aussi aux Dixie Chicks, qui sont une grosse influence de Taylor, et dont la chanson Goodbye Earl, c'est aussi un classique du genre. Mais résultat, on a beaucoup de chansons qui reprennent cette thématique dans le début de la carrière de Taylor. Je repense alors évidemment à Picture to Burn sur son premier album, mais il y avait aussi la chanson Revenge, donc le titre ne peut pas être plus clair, qui était une chanson qui n'a du coup pas été mise sur le premier album, puisqu'elle était assez similaire à Picture to Burn, mais c'est une chanson qui du coup évidemment a fuité depuis le temps. Donc elle est assez facile à trouver sur les réseaux pour ceux qui seraient curieux. C'est vraiment un petit bijou country, alors évidemment avec la voix de bébé de Taylor, mais avec un refrain hyper catchy où elle épelle le mot, donc Revenge, où la chanson c'est R-E-V-E-N-G-E, My List of Things to Do This Week. Donc c'est une to-do list de ce qu'elle doit faire pour se venger de celui qui lui a fait du mal. Et elle choisit la méthode la plus redoutable de toutes, sortir avec le meilleur ami de celui qui lui a fait du mal. Donc vraiment, la petite Taylor Country, elle était plutôt badass et elle était presque fearless. Ouais. Et d'ailleurs, elle a rapidement changé les paroles de Picture to Burn avec la toute première sortie et ensuite la version finale de l'album qui est sortie en 2006 parce qu'il y avait quand même une phrase qui pouvait être assimilée à de l'homophobie. Alors, revancharde, oui, mais on n'est pas mesquin, on n'est pas du genre à blesser les gens juste pour le plaisir.
Ses revanches sont un prêté pour un rendu. Donc, elle a changé ça. La phrase, c'était « And I tell my friends you're gay ». Exactement, ouais. Donc elle l'a changé assez rapidement. C'est un peu une inside joke quand même au sein des fans de réécouter cette version-là avec beaucoup de recul et en l'écoutant au 372e degré. D'ailleurs, il y a eu j'avais vu au moment de les restaurs plein de bracelets You're gay. Et je pense que Oui. c'était un peu une blague de gens qui connaissent, que même certaines personnes qui étaient gays le mettaient. Enfin, c'est d'autant plus drôle de pouvoir rigoler de ça. Ouais, bah si t'as pas le contexte, c'est pas drôle. Mais Ouais, si voilà. t'as le contexte, ça l'est. Et du coup, après, justement, je parlais de Fearless tout de suite. On a des bangers sur Fearless en termes de revanche. Je pense à Should Have Said No ou à Mr. Perfectly Fine qu'on a eu dans les Volt Tracks. Mais après, elle est arrivée Speak Now. Et là, je pense qu'elle était complètement... elle était un peu en roue libre. Là, elle s'est dit, c'est moi qui veux l'écrire. J'y vais. L'album est rempli de chansons de revanche, toutes les plus, comme on dit en anglais, unhinged les unes que les autres. On pourrait dire un peu débridées, sans... Bref. Sans limite. Sans limite, exactement. Évidemment, Better Than Revenge, hein, on l'a toujours dit, qui a été beaucoup critiqué pour sa simplicité, cette colère adolescente, parce qu'on lui reprochait ça à l'époque parce qu'elle avait 19-20 ans. Pas parce que c'était justement juste l'âge. Et d'ailleurs, elle avait changé les paroles lorsque la Taylor's version était sortie, puisqu'en fait, il y avait une phrase qu'elle disait « She's better known for the things she does on the mattress ». Donc, c'est-à-dire, elle est plus connue pour les choses qu'elle fait sur le matelas. Et « He was a moth to the flame she was holding the matches ». Voilà, c'est un peu moins... J'ai pas eu le wow là, du coup. Ouais, bah, c'est-à-dire que la première version était quand même un peu anti-féministe. Aller critiquer une femme sur le terrain de la sexualité, c'est assez bas. À cette époque-là, j'entends qu'elle était là-dedans. Oui, Mais elle était peut-être plus mesquine, elle était peut-être aussi plus animée par des sentiments un peu de rage, etc. Et c'est ce qui a motivé l'écriture de ses paroles. Et effectivement, quand elle a revisité la chanson, elle s'est dit non, finalement, ça me plaît pas. Et puisque je réenregistre, autant que j'ai la possibilité de corriger ce que je souhaite corriger. On en a parlé dans notre épisode sur les Taylor's version. Moi, j'ai quand même une affection pour la version originale sexiste, disons-le comme ça. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de fans aussi. Donc voilà. Mais peut-on vraiment être féministe quand on ne fait pas preuve de solidarité féminine? Bah, manifestement non. Donc c'est pour ça qu'elle a changé les paroles. N'empêche que ça reste un emblématique de sa discographie. Elle l'assume dans les paroles. There is nothing I do better than revenge. Et d'ailleurs, il y a cette vidéo que j'ai vue d'elle où elle est... je sais pas exactement, elle doit être dans un concert en public ou à l'extérieur et quelqu'un lui dit I love better than revenge. Et là, elle fait thank you avec un air trop fière. trop fière, genre ah, merci de me reconnaître à mon... Ah ouais, non, mais à l'époque, elle était en totale roue libre. Il y a toutes ces performances de tournée où elle chante la chanson et où elle balance des fauteuils sur scène. Enfin, vraiment, genre... Mais c'est effectivement, oui, il y a une chanson hyper emblématique de sa discographie. Le fait qu'elle commence la chanson par une phrase que tu dirais à un enfant quand elle dit « Now you sit in a corner and think about what you did ». Donc, tu vas au coin et tu réfléchis à ce que tu as fait. C'est totalement une phrase que tu peux dire à un enfant qui vient de faire une bêtise. Enfin, ouais, c'est vrai. Iconique. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand elle avait chanté Better Than Revenge en surprise song, je crois que c'était, je veux pas dire de bêtises, dans les pays d'Amérique latine, genre Rio ou un truc comme ça. C'était juste après la sortie de 1989 Taylor's version et que tout le monde commençait à déjà réclamer Rap TV, qu'on n'a jamais eu, hein, puisque vous le savez Comme quoi, tous. ça date pas d'hier. Et en fait, elle enlève ses écouteurs et elle écoute ce que tout le monde chante et tout le monde était là, Rap TV, Rap TV. Et elle les regarde, elle fait, Now think about what you did. C'est vrai, c'est vrai. Elle est rigolote, on peut lui redonner ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, donc dans cette chanson, on a tous les codes de la narration country. Speak Now est un album country, même si certains discutent. Et donc, elle place le contexte de l'histoire. C'était l'été, il faisait chaud. On a un tempo très rapide qui va bien avec l'ambiance de la chanson, très revancharde et puis très... tu sais, on a ce côté presque haletant en mode comme on irait voir une copine, genre tu devineras jamais ce que j'ai à te raconter et on le raconte hyper vite et du coup, on perd notre souffle à raconter un truc, alors qu'en vrai, on a le temps. Et d'ailleurs, dans cette chanson, on a déjà ce petit indice à l'époque de « tu devrais avoir peur de moi », puisqu'elle dit « There is nothing I do better than revenge », donc attention, méfie-toi de moi. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est un schéma qu'on retrouve très longtemps après dans TTPD et « Who's Afraid of Little Me ». Vous devriez tous avoir peur de moi. Exactement. Sur Speak Now, on retient aussi Dear John, évidemment, qui sous ses airs de ballade rend clairement la monnaie de sa pièce à celui qui lui a fait du mal. On en a déjà parlé dans notre épisode sur les pistes 5, mais on a aussi un nouveau genre de chanson de revanche sur l'album,
non pas une revanche amoureuse, mais plutôt une revanche professionnelle, puisqu'on a aussi la chanson Mine, qui s'adresse donc à un critique musical que Taylor accuse d'avoir été méchant juste par plaisir et sans réel fondement. Et d'ailleurs, elle lui dit elle va avancer dans sa vie, qu'elle va faire carrière, qu'elle va faire de grandes choses, et que lui va rester là à devenir méchant et pathétique et à critiquer les gens en marmonnant. Et j'adore cette chanson. Et puis ensuite, bon, si on continue dans l'historique de la discographie, on a Red qui a son lot de chansons de revanche, plus subtiles, je dirais quand même, que dans les précédents albums où l'influence country était très présente. Là, on est typiquement dans l'album où on est un peu à une charnière entre deux styles musicaux. Et donc, bon, on a quand même I Bet You Think About Me qui, clairement, pour moi, est la plus évidente en termes de revanche. Elle Ouais, est géniale, cette chanson. je l'adore, vraiment, je Ah. l'aime beaucoup. Je pense qu'on peut classer aussi We Are Never Getting Back Together dans les chansons de revanche. Ma question, c'est est-ce qu'on peut qualifier All Too Well de chanson de revanche? Franchement, le débat est ouvert. Ouais, il y a des bons arguments. Il y a des bons arguments. Maintenant, est-ce que c'est pas plutôt une chanson de rupture, tu vois, une chanson Je sais pas, j'ai du mal à la classer. Peut-être qu'elle rentre dans plusieurs catégories. Ouais, c'est pas faux. Vous nous direz en commentaire et sur les réseaux ce que vous en pensez, mais le débat est ouvert. À cette époque, Taylor, elle est qualifiée de drama queen, c'est-à-dire que le fait qu'elle nomme les gens dans ses chansons, qu'elle donne des détails, etc., on lui reproche. Alors qu'en fait, au même moment, plein d'autres personnes font la même chose. Bruno Mars, Ed Sheeran, Eminem, et on leur dit rien. Ouais, ensuite sur 1989, on a beaucoup moins cette thématique, je trouve. Bon, il y a Bad Blood et il y a quand même, je dirais, une mention spéciale pour Blank Space, qui est peut-être pas une revanche au sens strict, mais qui est quand même une sacrée réponse justement à l'image que les médias véhiculent d'elle sur ce côté drama queen et ce côté croqueuse d'hommes. Mais je trouve que globalement sur 1989, on a moins ce côté revanchard. La revanche, elle revient et c'est un sujet central de l'album Reputation. Meilleur album. Voilà. En parlant de Un prêté pour un rendu, on pense évidemment à Look What You Made Me Do, qui est la chanson de revanche sur Rap, qui est une réponse à la façon dont elle a été traitée par les médias au moment de la débâcle avec Kanye. On en a déjà aussi beaucoup parlé dans notre épisode 10. Le clip en lui-même est truffé d'easter eggs liés à Kanye, mais aussi au déboire avec Katy Perry et aussi avec Spotify. Voilà, c'est l'image de Taylor qui fait de sa colère une force créatrice. Elle embrasse complètement son image de bad girl et elle le fait avec beaucoup d'ironie parce qu'en fait, on le voit bien que c'est un petit cœur, hein, cette fille. Ouais, à chaque fois, les gens, tu sais, t'as des trucs sur les réseaux, genre Is a cinnamon roll could kill you. Tu vois cette trend? Et en fait, exactement, Reputation, c'est genre, c'est un cinnamon roll, mais qui a l'air de pouvoir te tuer. Et dans ce même album, bon, bah, évidemment, tu l'as dit, Look What You Made Me Do, on a I Did Something Bad, où là, il y a un peu un tournant, puisque là, la revanche, elle a bon goût. Tu vois, ils disent que j'ai fait quelque chose de mal, mais alors du coup, pourquoi je trouve ça si chouette? Pourquoi je me sens si bien? Et elle compare clairement la façon dont elle a été traitée à une chasse aux sorcières. Hein. They're burning all the witches, even if you aren't one. Donc l'image, elle est quand même assez forte. Et on va en reparler aussi tout à l'heure de la chasse aux sorcières. Mais du coup, ça légitimise la revanche parce que, en fait, elle a le droit de donner son point de vue. Et en fait, à partir de là, je trouve que les chansons de revanche, elles ont une autre saveur dans sa discographie. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, il y a un vrai tournant dans ces chansons, dans ces chansons de revanche. Mais du coup, est-ce qu'on les appellera toujours chansons de revanche? Je ne sais pas. Je trouve qu'elles deviennent plus légitimes. La fanbase, qui est quand même principalement féminine, se retrouve dans les paroles. Ouais, je trouve qu'il y a un vrai tournant à ce moment-là. Mais c'est vrai parce que la revanche, c'est souvent quand même un thème très masculin. Quand on regarde les films, le fait de pouvoir prendre sa revanche, c'est sauver son honneur, c'est souvent un thème qu'on trouve chez les héros. Et là, on voit que le spectre, il change de place. Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Ou alors, pourquoi c'est si bien? Et est-ce que c'est votre regard qui me calque les mauvaises normes? Ou alors, est-ce que, en fait, j'ai pas fait, pas plus qu'un homme aurait fait aussi de son côté? Ouais, exactement. Et là, elle commence vraiment à interroger ces sujets-là et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça se met à résonner. Ça donne une voix à des émotions qui sont quand même souvent réprimées chez les femmes. Tu vois, la jalousie, la déception, la rage. Il faut surtout pas être jalouse, il faut surtout pas... Surtout pas. Surtout pas. Ça offre une espèce de catharsis à des millions d'auditrices et de fans qui se reconnaissent là-dedans. Donc les morceaux, ils deviennent plus des hymnes post-rupture, des compagnons de guérison, voire des déclarations d'indépendance que juste une simple chanson de revanche, quoi. Alors évidemment, on l'a dit, hein, Taylor Swift, c'est pas la première à le faire. Chanson hyper libératrice qu'on s'imagine chanter à tue-tête dans la voiture avec les cheveux au vent, on en connaît tous. Bon, moi, je pense direct à Gloria Gaynor et à Will Survive. Mais du coup, de là, je trouve qu'on a vraiment un tournant dans les revenge songs. Elles sont moins mesquines et plus libératrices.
Ouais, je suis d'accord. Elles deviennent plus pour elles plutôt que pour qui elles cherchent à les adresser en fait. C'est vraiment, elles cherchent pas seulement à se venger, mais d'abord à reprendre le contrôle de la narration. C'est pas une jeune fille qui a été trahie, mais c'est une femme qui s'autorise à raconter son point de vue aussi. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est bien que ça arrive aussi chez elle. Mais c'est normal parce que, enfin, globalement aussi, Taylor, elle grandit. Tu vois, enfin, elle s'autorise des choses avec son expérience et son vécu qu'elle s'autoriserait pas forcément quand elle avait 20 ans. Oui, c'est Donc, normal. voilà, ça fait partie aussi de son cycle de vie. Et Ouais, et d'ailleurs, on le voit après dans son évolution, quand tu l'as dit, quand elle prend plus la parole au niveau politique, au moment de l'ère Lover, elle sort la chanson The Man, qui est clairement une chanson où elle dénonce la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans l'industrie musicale. C'est une chanson qui, pour moi, n'est pas une revanche visée vers une seule personne, c'est une chanson qui est presque politique, qui est à l'image de Lover, qui est un album beaucoup plus politique que les albums précédents. Et c'est plutôt, pour moi, une lettre ouverte à toute l'industrie. Mais c'est un bon exemple du double standard dont on parlait tout à l'heure au début de l'épisode. Parce que tout ce qu'elle fait, toute la critique qu'elle reçoit, tout serait très différent si elle était un homme. C'est ça qu'elle dit dans cette chanson. Et elle le dit souvent en interview. Moi, je repense souvent à cette interview qu'elle avait donnée à CBS en août 2019, donc juste après la vente de ses masters à Scooter Braun. Et elle disait qu'il existe un vocabulaire différent pour les hommes et les femmes dans l'industrie musicale. Et je trouve très pertinente son analyse sur le sujet. Elle dit notamment: un homme a le droit de réagir, une femme ne peut que surréagir. Et elle utilise plein de mots comme ça où elle explique que le vocabulaire est différent pour les hommes et les femmes. Et je trouve ça hyper intéressant. arrivent ensuite les deux albums sœurs, Folklore et Evermore, notamment la chanson Nobody No Crime, où on se réapproprie les codes de la narration country et un petit peu aussi le pouvoir. On pense aussi à Mad Woman, qui est la parfaite représentation de ce que Taylor appelle la female rage, la rage féminine, où elle dénonce le fait qu'une femme qui s'énerve sera toujours considérée comme une folle ou comme une hystérique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait reproché, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Ségolène Royal quand elle s'était un peu énervée pendant un débat. Elle avait dû parler d'une colère saine, alors qu'au final, elle s'était juste énervée comme n'importe quel homme politique pourrait le faire. Hein. Ouais, bah tu vois, j'y ai repensé récemment, suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. On est très loin de Taylor Swift. Le lien est magnifique. Quand j'ai vu les dégâts faits dans les rues par... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de casseurs qui ont fait des dégâts, mais mine de rien, il y a aussi des supporters qui sont majoritairement des hommes, pour le coup, là où la fanbase de Taylor est majoritairement féminine, la fanbase du PSG est majoritairement masculine. Et j'ai vu les dégâts qui étaient faits et je me suis dit, attends, on dit que les femmes sont hystériques, mais les mecs, quand ils sont contents, genre ils brûlent du mobilier urbain, et on ne dit pas que c'est hystérique. Et tout va bien. Voilà, c'est ma petite réflexion féministe de cet été. Dans la même veine que Look What You Made Me Do, on a un peu plus tard des chansons comme Karma ou Vigilante Shit sur Midnight. Sur Vigilante Shit, par exemple, on a vraiment un nouveau tournant de la vengeance qui devient assez sexy, dans laquelle le Taylor s'affirme, elle a plus peur de parler et elle demande même pas l'autorisation. On repense tous à cette chorégraphie pendant les restos où elle est magnifique, Ouais, avec tout le monde a l'image en tête. Oui, les fans de la chaise, on vous voit. On vous connaît. Et c'est après une thématique qu'on retrouve un peu plus tard sur Titi Pidi. On l'a un petit peu introduit tout à l'heure, mais notamment dans Who's Afraid of Little Old Me. Avec ces chansons-là, elles donnent, je trouve, de la légitimité à ces émotions complexes. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est un acte féministe. Si on estime que le féminisme, c'est que les femmes aient un espace d'expression égalitaire par rapport aux hommes, alors oui, c'est du féminisme. Elle ne fait pas que régler ses comptes. Tu l'as dit tout à l'heure, elle s'affirme, elle demande plus l'autorisation. Et je repense à la première performance des chansons de Titi Pidi au Eras Tour à Paris, où à la fin du set Titi Pidi, elle a dit que c'était Female Rage, the Musical, donc la comédie musicale de la rage féminine. Et tout le monde s'est emparé de cette phrase très rapidement. Je pense qu'il a fallu qu'elle lui mette un copyright dessus très vite. Elle l'a fait d'ailleurs. Le nombre de t-shirts qu'on a vu avec Female Rage, the Musical juste après, c'était assez impressionnant. Et dans cette chanson, elle retourne complètement la situation en énumérant ce qu'on lui reproche directement et indirectement. Et elle les prévient de bien se méfier d'elle parce que vous devriez tous avoir peur de moi. Enfin, comme si c'était elle l'incarnation du mal. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se déguise à toute fin de la chanson où il y a un gros plan sur son visage. Parce qu'il est facile de blâmer une femme de 1000 reproches. Et donc elle, du coup, elle a décidé de reprendre la narration et d'en jouer. Ouais, et tu vois, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais un peu de chasse aux sorcières avec I Did Something Bad. Et en fait, quand on se penche un petit peu sur l'histoire de la chasse aux sorcières, en fait, c'était juste une chasse aux femmes un peu différentes, avec des très gros guillemets. À l'époque, donc quand c'était fait, c'était plutôt genre entre le 15e et le 18e siècle, si on veut mettre une grosse fourchette.
Il fallait pas grand-chose pour être qualifiée de femme différente. Déjà, être célibataire, donc non mariée, Oula. c'était impensable. Donc déjà, une femme qui ne voudrait pas d'un homme, c'est forcément une hérétique. Alors Évidemment. que ou alors une femme qui détenait des savoirs non validés par l'autorité de l'Église, genre les vertus des plantes. Comme si il suffisait de boire une tisane verveine pour être qualifiée de sorcière. Ouais, on serait bien dans la merde aujourd'hui. Mais du coup, bref, c'était des femmes qui perturbaient l'ordre patriarcal, on va dire, donc des femmes qu'on qualifierait tout simplement aujourd'hui de indépendantes, libres ou peut-être un peu trop bruyantes pour la société. En fait, c'était leur truc. C'est une chanson qui serait peut-être, je pense, intéressante d'analyser dans un épisode dédié. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. je suis d'accord. J'aime beaucoup ce parallèle qu'elle fait avec la chasse aux sorcières dans ses chansons. Malheureusement, Taylor, elle est encore au cœur de nombreuses polémiques. Elle le dit d'ailleurs elle-même. I swear I don't love drama, it loves me. Mais c'est un sujet qui est du coup récurrent dans ses textes. Pour notre plus grand plaisir, on a plein de chansons à ce sujet. Je pense que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, les Voltracks de Reputation, il y a 2-3 trucs là-dedans qui doivent être assez intéressants. Ouais, à mon avis, ça va être peut-être en grande partie des chansons sur ce thème-là. J'ai aussi très hâte de voir une éventuelle future chanson qui parlera du rachat de ses masters et de la façon dont elle a gagné la bataille. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que ce sera une belle chanson de revanche aussi. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet du féminisme, on sait qu'on a déjà cité pas mal de ressources littéraires qui sont écrites par des journalistes. Bon, on va pas tout citer ici parce que on n'a pas tout lu. Si vous cherchez, il y en a plein et venez nous voir. On vous renverra des ressources. Ouais, on sait qu'il en existe beaucoup. Vu qu'on les a pas toutes lues, on ne peut pas non plus faire une bibliographie complète. Mais s'il y a des curieux, sachez que ça existe. Voilà, je pense qu'on a à peu près balayé le sujet. C'est un sujet qui était très vaste, qui était pas facile. Il fallait vraiment trouver le bon angle d'attaque. Donc on espère que cet angle-là vous aura satisfait. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet avec un angle différent à un moment donné, on ne sait pas. Peut-être. Il y a plein d'angles à regarder, donc si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire. Et puis on termine cet épisode par notre tradition. Natacha, qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? Mais qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Évidemment que j'écoute Cruel Summer. La version live me met des frissons. Je l'ai encore réécouté il y a quelques jours. Là, j'avais des frissons en entendant le public, en entendant Taylor qui nous appelait. Does anyone here know the lyrics to this bridge? Je l'aime. Je crois que c'est une de celles qui m'a fait le plus aimer Taylor Swift. Et je m'en lasse pas. Mais genre vraiment, je m'en lasse pas. Je sais pas pourquoi, comment c'est possible. Il y a certaines chansons de Taylor que j'ai beaucoup écoutées et qu'après j'écoute plus. Et celle-ci, j'ai beau l'écouter, je ne m'en lasse pas. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai réécouté la version studio, la version sur l'album Lover, et du coup, je la trouve presque fade Je suis par d'accord. rapport à la version live. Ah, moi, je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas l'album qui sort, l'album live. Mais bordel, ça coûte pas cher. Tu nous mets ça sur Spotify, on serait heureux comme tout. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Je comprends pas Taylor, fais quelque chose. C'était un cri du cœur, c'était un appel à l'aide de la part de Natacha. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes en boucle? Eh ben, écoute, en préparant cet épisode, je suis retombée dans Carrie Underwood et notamment Before He Cheats. Ah, Vraiment, j'adore cette chanson, je la trouve c'est extraordinaire. une Je la chante Madeleine sous de la Proust. douche. Je l'adore. C'est ta Madeleine? Ouais, franchement, je l'aime trop. Trop bien. Eh ben, voilà. On espère que cet épisode vous a plu. On vous envoie plein de bisous là où vous êtes et un bel été à vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.